Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, depuis que la plateforme d'exchange FTX est tombée, un doute plane sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va parler des toutes dernières révélations sur cette affaire. On va parler de sextape, je ne plaisante pas. On va parler également du Bahamas, on va parler également d'une interview que Sam Bankman-Fried, l'original CEO de la plateforme FTX, a donnée sur son Twitter il y a quelques jours, mais aussi et surtout des annonces qui ont été faites par le nouveau CEO que l'on a mis à la place de Sam Bankman-Fried afin de restructurer et de comprendre ce qu'il se passe chez FTX pour finalement donner une réponse et pour savoir si oui ou non ils seront en mesure de rembourser tout ou partie des fonds des utilisateurs sur la plateforme FTX. On commence tout de suite. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas du tout entendu parler de cette histoire, j'ai déjà fait une première vidéo qui expliquait quel était le problème. Cette première vidéo semblait bien se terminer, notamment avec la potentielle acquisition d'FTX par Binance et le retournement de situation qui a plongé encore plus bas le marché dans une seconde vidéo où je fais la suite de l'affaire FTX et des différents impacts attendus sur le marché. Aujourd'hui, on va commencer avec le Chapter 11, d'accord? C'est-à-dire la mise en faillite de la plateforme FTX et le fait que Sam Bankman-Fried quitte son poste de CEO de la structure. Ce qu'il faut bien comprendre avec le Chapter 11, c'est que c'est un registre sous lequel va se protéger une entreprise quand elle a des dettes, quand elle doit de l'argent à des clients, quand elle a des obligations. Ça va lui permettre du coup de mettre en pause ces différentes obligations et ces différentes dettes afin de se concentrer sur une restructuration et de comprendre réellement de quelles ressources elle dispose pour pouvoir justement prioriser les créances qu'elle va pouvoir honorer et les clients qu'elle va pouvoir payer. Énormément de structures dans l'histoire, dont des structures crypto, comme par exemple Voyager ou encore Celsius, se sont mis sous le Chapter 11 afin d'être protégés de certaines des attaques des créanciers. En effet, imaginez que vous êtes dans une situation délicate, que vous avez un problème, voire énormément de problèmes, et qu'en plus de ça, tout le monde vous attaque pour vous faire rembourser, vous allez devoir mettre de l'argent pour vous défendre et vous aurez encore moins l'argent de rembourser. C'est un exemple parmi lequel le Chapter 11 sert avant la mise en faillite et la mise en liquidation d'une entreprise. D'ailleurs, depuis la démission de Sam Bankman-Fried, ce n'est pas n'importe qui est arrivé et qui reprend le volant d'FTX. Certains l'appellent le pitbull et je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, selon lui, c'était la meilleure chose que pouvait faire FTX, passer sous le chapitre 11 afin de se protéger, de prendre conscience de l'ampleur du problème et qu'une autre personne puisse réellement comprendre où est-ce qu'ils pouvaient récupérer de la liquidité, comment, combien est-ce qu'ils devaient à leurs clients, combien est-ce qu'ils devaient à leurs créanciers et essayer de voir comment dédommager au maximum toutes ces différentes personnes. Alors pourquoi on l'appelle le pitbull? Eh bien, John J. Ray III est bien connu pour avoir été mis à la tête de différentes structures, notamment les plus grandes faillites de l'histoire. Il est relativement connu notamment pour une affaire qui date de 2001 aux États-Unis, la faillite de la société Enron. À l'époque, il s'agissait de la 7e plus grosse capitalisation boursière. C'était une société qui travaillait dans le domaine de l'énergie. Et alors qu'elle tombait en ruine, tout le monde s'attendait à récupérer entre 10 à 20 cents par dollar de valeur d'actions dans l'entreprise. Et après l'intervention de John Ray, ils ont réussi à couvrir non pas 10 à 20 cents, mais bel et bien 36 cents par dollar de valeur. Et évidemment, c'était une perte qui restait colossale, mais c'était quand même 2 fois plus que ce que s'attendaient à l'époque les gens à récupérer. Il n'y a aucun parallèle à faire avec FTX, puisqu'on ne connaît pas du tout l'ampleur du problème pour le moment, mais en attendant, si quelqu'un peut en tirer le meilleur prix possible, beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est lui. Et c'est là que ça devient assez fou dans cette histoire parce que John Ray a déjà fait des communications et des annonces depuis qu'il a repris les mains sur le volant d'FTX et ces annonces sont plutôt négatives. Déjà, Sam Bankman avait dit que FTX US n'était pas impacté par la situation d'FTX, c'est totalement faux. Et il y a déjà depuis d'autres sociétés qui ont annoncé que suite à la suspension d'FTX, elles mettaient elles-mêmes en suspens les retraits de leurs utilisateurs pour essayer de comprendre quelle est l'ampleur chez elles, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir couvrir et essayer de lever des fonds pour pouvoir couvrir tous les clients quand elles étaient trop exposées à la plateforme FTX. C'est le cas par exemple de BlockFi, qui d'ailleurs est sur le point de se demander s'il déposerait pas le bilan également et se mettre sous le chapitre 11, mais également Genesis, qui est l'une des plus grosses plateformes de prêt et d'emprunt, chez qui la plupart des gros acteurs crypto au monde prêtaient ou empruntaient de la crypto-monnaie. Il y a même eu du FUD, c'est-à-dire un courant de peur et de panique chez Crypto.com et Gate.io, que ce soit des vérités ou non, énormément de gens ont fait courir des rumeurs et ces plateformes ont vu des retraits utilisateurs massifs arriver. En attendant, à l'heure où je vous parle, aucune de ces deux structures n'a pour l'instant coupé les retraits. L'impact et la panique a été telle sur le marché que l'entreprise Ledger, qui propose des clés pour sécuriser ses crypto-monnaies, j'ai fait une vidéo dessus, a
enregistré son plus gros jour de vente depuis sa création. Et d'ailleurs, j'ai été curieux, j'ai rouvert les 3 dernières vidéos de ma chaîne YouTube où je parle de comment sécuriser ces crypto-monnaies et où je parle de Ledger. Et bien, dans ces 3 vidéos, on voit que dans les derniers jours, il y a un pic démentiel d'intérêt pour le sujet comment sécuriser soi-même ses cryptos. John Ray a fait une communication et a expliqué qu'en 40 ans d'expérience, il n'avait jamais vu une société dans cet état. Il parle d'une défaillance complète de tous les systèmes de contrôle de l'entreprise et il parle d'une infiabilité sur l'intégralité des documents financiers de la structure. C'est-à-dire qu'il ne peut lui-même faire confiance à aucun document relevant par exemple les stocks de l'entreprise, relevant certaines informations et certains états de santé, puisqu'elles reviennent de l'ancienne gouvernance, l'ancienne équipe d'FTX, et que selon lui, la plupart de ces documents, même quand ils semblent corrects, si on gratte un petit peu la surface, les documents internes de l'entreprise elles-mêmes sont incorrects. Mais c'est pas tout. Il relève quelques points intéressant, pour ne pas dire très effrayant. Déjà, la structure globale, on parle d'FTX mais également d'Alameda et des autres groupes, il y a au total un peu plus de 134 entreprises, je le rappelle, aurait prêté 3,1 milliards de dollars à Sam Bankman, directement. En réalité, 1 milliard à Sam Bankman et 2,3 milliards à une société détenue à 100% par Sam Bankman lui-même, ainsi qu'un demi-milliard de dollars à un associé de Sam Bankman. Comptabilité inexistante pour l'entreprise et pour le groupe en général, des auditeurs douteux, en tout cas pour la plateforme FTX US, c'est un auditeur connu qui s'appelle Armanino, mais pour le coup, pour la plateforme FTX International, celle que vous utilisiez peut-être, c'était Prager Metis, et pour le coup, et c'est assez drôle, il s'agit de la toute première société d'audit externe qui ouvre son siège dans le métaverse. Ça en a fait rire plus d'un, rire jaune pour d'autres. Ils se sont également rendus compte qu'il y avait une fonction qui permettait de transférer des fonds d'FTX à Alameda sans qu'Alameda soit répertorié dans la liste de bénéficiaires d'FTX, comme s'ils avaient créé un canal de communication financier qu'ils avaient essayé de cacher. Certaines sociétés faisaient des dépenses pour acheter des biens immobiliers pour des employés et pour des associés de la structure. Il y avait des dépenses qui allaient jusqu'à 100 000 $ par semaine pour la nourriture des employés d'FTX. Et la société utilisée pour des discussions très importantes de gouvernance Signal, une application totalement chiffrée, qui pour le coup est bien connue et adorée pour la discrétion qu'elle permet d'avoir au niveau de ses utilisateurs, mais qui pour le coup ne correspond pas à la gouvernance d'une entreprise et ne laisse en plus de ça pas d'historique et pas de traces dans la façon dont la gouvernance de l'entreprise était opérée. Et du coup, là, on peut se demander s'il y avait vraiment 10 milliards d'actifs et s'il y avait vraiment autant de stocks utilisateurs, qu'est-ce qui reste dans la caisse et finalement, où est passé le reste? Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, il ne reste que 560 millions de dollars de liquidités, de cash dans ces différentes entreprises. Sans compter le hack d'un peu plus de 600 millions de dollars, il ne reste que 560. Ce qui pose énormément de questions sur où est passé le reste. Et pour l'instant, John Ray répond très clairement, il ne sait pas. Et même pour le hack, vous allez voir qu'il y a certains soupçons qui commencent à faire beaucoup de bruit sur la toile. En plus de toutes ces déclarations de par le liquidateur, le curateur, du coup, John Ray III, qui a pris finalement le rôle de CEO, qui a pour but du coup de comprendre l'ampleur des dégâts et de voir qu'est-ce que réellement les gens peuvent attendre à récupérer et est-ce qu'ils vont pouvoir couvrir certains investisseurs, créanciers ou utilisateurs, il y a également Sam Bankman qui s'est prononcé dans les dernières journées. En l'occurrence, il a répondu à un média, Vox, en MP Twitter, et il sort certaines choses qui sont complètement lunaires. Déjà, il tire ouvertement sur l'entièreté des régulateurs, que ce soit l'OFAC, l'ESG, la FDA, régulateurs qu'il protégeait ou qu'il ne mentionnait pas à l'avenir. Là, il a carrément écrit, en fait, je vais même pas vous le citer, je vais vous l'afficher à l'écran. Donc un discours diamétralement opposé à ce qu'il disait quand il était à la tête d'FTX à l'époque. Vox lui a posé certaines questions, notamment sur son âme, entre guillemets, charitable et sur sa volonté d'aider autrui, sa volonté de réinvestir une grosse partie de sa fortune pour faire du bien et d'améliorer l'écosystème crypto, comme il l'avait toujours dit quand il était à la tête d'FTX. Eh bien, il a précisé très simplement que ce n'était que de la relation presse, qu'il avait dit toutes ces choses parce que ça faisait bien, parce qu'il devait les dire dans sa position, mais qu'il n'en pensait pas un mot. Et évidemment, si vous voulez ces mots exacts, je vous mets tous les liens dans la description, ainsi que le papier d'ailleurs avec le compte rendu de John Ray sur l'impact que ça a dans la société et l'ingérence complète qu'il découvre depuis qu'il a pris les commandes. En tout cas, Sam répond également à Vox en disant que Alameda avait emprunté bien plus d'argent à FTX que ce qu'il ne pensait, et que quand il s'en est rendu compte, c'était déjà trop tard, il ne pouvait plus rien faire. Et on termine avec 2 rumeurs, je reviendrai évidemment dessus si l'une d'entre elles est avérée réelle. En attendant, il n'y a aucune certitude là-dessus pour le moment, bien que la seconde soit un peu plus documentée. La première, c'est une rumeur sur une sextape. Un ancien employé d'FTX, anonymisé évidemment, on ne sait pas qui c'est, dit avoir énormément de contenu vidéo sur des sextapes qui auraient été organisés en interne chez FTX à l'époque. On a vu plein de photos avec des logos FTX qui est apparu, on a vu également des nudes, entre guillemets,
parce que ce sont des fake news de la CEO d'Alameda Research, Caroline, ce qui a alimenté énormément ces rumeurs, et vous le savez bien, les gens sont en colère. En plus de ça, Twitter adore les mèmes et l'humour un petit peu noir. C'était parfait pour faire tourner des rumeurs terribles sur ce que pouvaient faire de leur vie sexuelle les différents membres et associés de l'entreprise FTX. En l'occurrence, cet employé a dit que si l'argent ne retournait pas aux différents utilisateurs de la plateforme, il mettrait en ligne sur un certain site internet l'intégralité des sextapes au 18 novembre. En l'occurrence, nous sommes le 19 au moment où je tourne cette vidéo, rien n'est sorti sur internet le 18, autant vous dire que ça semblait être une fake news. Attention malgré tout, puisque beaucoup de gens ont eu un parcours qui permettait de télécharger l'intégralité de ces fichiers, et ça semblait juste être du phishing pour finalement donner un accès à leurs différents portefeuilles ou pouvoir poser un virus dans leur ordinateur. Ne soyez pas curieux, encore moins de ces choses-là, surtout que pour être totalement franc avec vous, que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, ça m'étonnerait que Sam Bankman se mette à retrouver des milliards de dollars juste pour pas que ça sorte sur internet. Soyons bien francs, quand vous devez de l'argent que vous n'avez pas, ce n'est pas ce genre de pression qui va vous permettre de trouver magiquement des milliards de dollars. En attendant, cette curiosité malsaine a fait couler beaucoup d'encre sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux. La deuxième rumeur, et pour le coup il y a un peu plus d'informations et je ne veux pas me prononcer tant que j'ai pas de certitude parce que pour être franc, j'arrive pas à démêler le faux du vrai pour le moment, mais ce serait que les Bahamas, d'accord, qui avaient enregistré FTX au début, auraient demandé à Sam Bankman lui-même de procéder à ce fameux hack de 600 millions de dollars. Ce hack, qui a été déjà enregistré quelques jours après la coupure des retraits d'FTX, provenait visiblement d'un wallet interne à FTX, donc d'un potentiel employé ou d'un malware, mais qui était déjà dans l'entreprise. Ce qui collerait donc avec cette théorie, comme quoi le Bahamas aurait pu directement demander à Sam Bankman lui-même de récupérer un maximum de fonds à travers X ou Y wallet pour maquiller ça en un hack. On va pas aller plus loin sur les rumeurs, je reviendrai dessus si jamais certaines s'avèrent véridiques, surtout sur le Bahamas, parce que pour la sextape, ça semble complètement inventé de toutes pièces. En attendant, soyez prudents, on entend de tout sur les réseaux sociaux, surtout dans une période où les gens creusent, fouinent et où le sujet qui intéresse tout le monde et qui est sur la table reste la faillite de la plateforme FTX et de ses 134 entreprises qui vont mettre à genoux plus d'une entreprise dans l'écosystème. Pour parler un petit peu de ça et pour comprendre pourquoi il y a un si gros impact, je vous montre juste une petite minute le portfolio d'FTX, c'est-à-dire les entreprises dans lesquelles FTX avait investi et dans lesquelles FTX conservait peut-être potentiellement une partie de la trésorerie et s'en va donc potentiellement avec, en ayant déposé le bilan et en s'étant protégé par le Chapter 11. Il y a évidemment énormément d'autres entreprises, des particuliers, peut-être comme vous, qui avaient des fonds sur cette plateforme et qui sont aujourd'hui dans l'attente de la suite de cette histoire. C'est tout ça qui crée une crise de confiance, de panique absolue et qui fait que globalement, l'image et le moral global dans les crypto-monnaies va au tapis, un peu comme les valeurs des plus grosses crypto-monnaies dans ces 10 derniers jours. En attendant, et là c'est en amoureux de la blockchain que je vous parle, je vous le rappelle, c'est encore une fois un défaut d'une société centralisée et absolument pas de la blockchain. Quand je parle à des débutants aujourd'hui, j'entends des gens parler d'un hack de Bitcoin qui a fait baisser les crypto-monnaies ou d'une crypto-monnaie qui a tué toutes les autres. Pas du tout. En l'occurrence, c'est simplement un mouvement de panique énorme qui a privé injustement énormément d'entreprises et de particuliers de leurs crypto-monnaies, mais qu'elles avaient confiées à un acteur centralisé. Bitcoin ou encore Ether ou les blockchains les plus décentralisées, elles, fonctionnent tout aussi bien qu'avant ce problème. Et ça, beaucoup de gens ont de mal à le comprendre, surtout sur les médias mainstream. C'était Asher, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. J'essaye de condenser et de vous donner l'overview le plus rapide possible sur cette affaire qui affecte tout l'écosystème et qui, je n'en doute pas, vous intéresse également si vous suivez de près ou de loin le marché des crypto-monnaies. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient mon travail. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une personne sur deux qui regarde mes vidéos qui prend le temps de le faire. Commentez si vous avez des questions ou si vous voulez donner un avis et on se retrouve dans quelques jours ou la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et pourquoi pas un prochain épisode sur ce sujet s'il y a de nouvelles révélations assez folles qui peuvent concerner l'intégralité des gens qui me suivent sur YouTube. Au revoir!